Je suis là pour vous faire un peu l'économie de la correction des travaux dirigés en droit constitutionnel en ce qui concerne l'enseignement du deuxième semestre, qui, comme vous devez le savoir, est réparti en 3 chapitres, ou si vous voulez 3 thèmes, dont le premier, le constitutionnalisme et la constitution, le deuxième, la participation au pouvoir, et le troisième, la classification des régimes politiques. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier thème, qui, comme vous le savez, renferme 2 sujets. Le premier sujet, les révisions constitutionnelles. Alors, qu'est-ce que les révisions constitutionnelles? La question fondamentale, pour ne pas dire la problématique que vous devez vous poser à ce niveau, c'est quelle est la procédure de révision constitutionnelle. Il faut savoir que la révision constitutionnelle est inscrite dans une certaine procédure, mais aussi qu'il connaît des limites. Excusez-moi, qu'elle connaît des limites. Alors, le plan, on a adopté en première partie la procédure de révision constitutionnelle, puis en deuxième partie les limites de la révision constitutionnelle. Essayons d'expliquer cela. Grand 1, la procédure de la révision constitutionnelle. Et là, vous avez 2 sous-parties. Grand A, l'initiative de la révision constitutionnelle. Grand B, l'adoption de la révision constitutionnelle. Alors, l'initiative de la révision constitutionnelle, qu'est-ce à dire? L'initiative, c'est la décision, l'intention de mettre en œuvre une révision constitutionnelle. Elle pose la question de savoir à qui revient le pouvoir de proposer une révision constitutionnelle. Elle est réservée au pouvoir exécutif ou législatif au Sénégal et en France. Dans ce cadre, on parle de projet de révision quand ça émane de l'exécutif ou de proposition quand ça émane du législatif. Grand B, l'adoption des révisions constitutionnelles. Alors, l'adoption est un peu assimilée à l'approbation, bien que ça fait débat. L'adoption, c'est la décision de prendre en considération l'initiative et de lui donner suite. En quelque sorte, l'adoption, c'est la concrétisation, la matérialisation de l'initiative. Elle peut être l'œuvre d'organes institués ou du peuple. Elle est l'œuvre d'organes institués quand l'adoption est faite, par exemple, en France, par le Sénat et l'Assemblée nationale, réunis en congrès et au Sénégal par les députés. La loi, une fois adoptée, doit faire l'objet d'une promulgation de la part du président de la République pour entrer en vigueur. L'adoption aussi, au-delà de son caractère institutionnel, peut être populaire. C'est le cas du référendum. L'adoption populaire est intéressante dans la mesure où elle est plus démocratique et donne la possibilité au peuple souverain de se prononcer sur le texte constitutionnel par le moyen du référendum. Alors, si telle est la procédure, ce que nous venons de décrire, c'est la procédure, il faut remarquer que le pouvoir de révision constitutionnelle connaît des limites. Alors, quelles sont ces limites-là? Grand 2, les limites des révisions constitutionnelles. Dans un premier temps, donc grand A, on a les limites d'ordre matériel et en grand B, les limites d'ordre temporel. Qu'est-ce que les limites matérielles? Il faut savoir, il y a certains cas qui n'admettent pas de révision de la Constitution. Il est dit dans la Constitution qu'aucune révision constitutionnelle ne peut revenir sur la forme républicaine de l'État ou de la démocratie ni porter atteinte à l'unité de la nation. Concernant les limites de la révision constitutionnelle aussi, nous avons une nouveauté introduite par la Constitution issue du référendum du 20 mars 2016. Et qu'est-ce que dit cette nouveauté-là? Elle concerne l'article 27. Que dit l'article 27? L'article 27 dit ceci: la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs.
Ce qui nous concerne ici, c'est ce qui va suivre. Cet article ne peut faire l'objet d'une révision. Alors, parlons maintenant des limites d'ordre temporel. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Il en est ainsi en période de guerre, d'invasion, d'état d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Nous voilà terminés avec le premier sujet du premier thème. Abordons maintenant le deuxième, à savoir le contrôle de constitutionnalité des lois au Sénégal. Et là, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est quelles sont les modalités de contrôle de constitutionnalité des lois au Sénégal. Alors, nous avons les modalités de contrôle de constitutionnalité au Sénégal en grand 1. Voilà. Et en sous-partie, on a le contrôle par la voie d'action, grand A, et grand B, le contrôle par la voie d'exception. Alors, parlons du contrôle par la voie d'action. Là, il faut s'en tenir à deux choses. Dans un premier temps, le moment d'intervention de ce contrôle-là, puis dans un second temps, les caractères du contrôle par la voie d'action. Alors, moment d'intervention du contrôle, il faut savoir que c'est un contrôle a priori. Pourquoi un contrôle a priori? Parce que c'est un contrôle qui intervient après l'entrée en vigueur même de la loi. C'est pourquoi d'ailleurs elle s'analyse comme une phase de la procédure d'élaboration de la loi. Alors, les caractères du contrôle par la voie d'action. Quels sont ces caractères? On a le caractère abstrait. Pourquoi abstrait? Parce que ce contrôle-là n'intervient pas dans le cas d'un litige concret. C'est aussi un contrôle objectif puisqu'il vise en définitive l'annulation de la loi. Entre autres caractères, nous pouvons avoir le caractère préventif. Pourquoi préventif? Parce que ce contrôle-là permet de prévenir toute difficulté future liée à l'application d'une loi entrée en vigueur alors qu'elle serait tachée d'inconstitutionnalité. C'est aussi un contrôle fermé à un double point de vue. Pourquoi un contrôle fermé? Parce que dans un premier temps, aucun citoyen ne peut déclencher ce contrôle-là. Donc au niveau de la saisine, on voit comment ce contrôle-là est fermé. Seuls quelques organes restreints sont habilités à déclencher ce contrôle-là. D'un autre point de vue aussi, pour justifier le caractère fermé de ce contrôle-là, c'est lié à la compétence. Seule une juridiction spécialisée, à savoir le Conseil constitutionnel au Sénégal, peut l'exercer. Grand B dit grand 1, le contrôle par la voie d'action. Là aussi, il faut s'en tenir au moment de l'intervention de ce contrôle-là, mais aussi au caractère de ce dit contrôle. Moment d'intervention dit contrôle par la voie d'exception. Il faut retenir que le contrôle par la voie d'exception est un contrôle a posteriori. Pourquoi? Puisqu'il intervient après l'entrée en vigueur de la loi. Concernant les caractères, il faut retenir dans un premier temps que le contrôle par la voie d'exception est un contrôle concret. Pourquoi? Parce que ce contrôle-là suppose un cas de litige concret où un justiciable estime qu'une norme susceptible de lui être appliquée est inconstitutionnelle et sur ce fondement-là invoque l'exception d'inconstitutionnalité. Entre autres caractères, nous avons le contrôle de nature incidente. Pourquoi incident? Parce qu'à l'origine du procès, la question d'inconstitutionnalité ne se posait pas. C'est de manière accidentelle qu'elle a pu se glisser dans le procès. C'est aussi un contrôle ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que toute personne engagée dans un procès peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité. Enfin, la voie d'action soulève la question préjudicielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le juge ordinaire, devant qui la question est posée, doit surseoir à statuer. Ce qui signifie quoi? En ce moment-là, il doit suspendre le procès et renvoyer la question au juge compétent dont il va attendre la réponse pour reprendre le procès où il sera tenu compte forcément de cette décision-là. Alors, après les modalités du contrôle de constitutionnalité
de la loi, nous envisagerons en grand 2 les effets du contrôle. Voilà. Grand 2, les effets du contrôle de constitutionnalité des lois au Sénégal. Dans un premier temps, il faudra voir les effets du contrôle par la voie d'action, puis dans un second temps, grand B, les effets du contrôle par la voie d'exception. Grand A, les effets du contrôle par la voie d'action. La voie d'action produit comme effet l'annulation de la loi. La loi déclarée inconstitutionnelle n'entre pas en vigueur. Elle est réputée n'avoir jamais existé. Elle est aussi revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée. Cela veut dire que la déclaration d'inconstitutionnalité vaut erga omnes, c'est une notion latine, donc elle s'impose à tout le monde, gouvernant, gouverné et même aux juges. Alors, grand B, les effets du contrôle par la voie d'exception. Quel effet produit ce contrôle-là? On a la neutralisation de la loi inconstitutionnelle. Il faut savoir que là, la loi ne disparaît pas, mais elle est simplement écartée dans le cadre du procès concerné. C'est pour cela d'ailleurs que l'on dit que, que cette décision-là est relative, donc relativité de la décision d'inconstitutionnalité. Là, elle ne vaut pas erga omnes, mais elle ne vaut que pour le litige et les parties en cause. On dit que le juge statue intra partes.